Une fusillade entre les forces de l'ordre et les bandits a eu lieu sur cette route menant à Nkourdiane ce matin vers 10h30. Selon l'appel anonyme reçu par les forces de l'ordre, sept bandits armés, habillés en civil, ont tenu une réunion au bord de cette route et ont attiré l'attention de la population. D'après ce responsable de la communication auprès de la police nationale, les éléments de la police nationale étaient arrivés sur les lieux pour un recoupement, or ces bandits ont de suite ouvert le feu. 3 de ces bandits ont trouvé la mort, tandis que 4 autres ont pu échapper. Une version contradictoire à celle des témoins oculaires a été soulevée. Ces derniers ont affirmé que ces bandits se sont déjà rendus lorsque les forces de l'ordre ont été sur les lieux. D'après les explications de cette femme, l'un d'entre ces bandits a déjà levé les mains, faisant preuve qu'il se rendait, mais les forces de l'ordre les ont toujours fusillés. Enquêter sur les rôles des forces de l'ordre face à un tel fait, la police nationale, par le biais de son porte-parole, a souligné que c'est entièrement un droit pour leurs éléments de tirer pour se défendre et défendre en même temps la vie d'autrui. Ils ont aussi souligné que la meilleure défense face à ces bandits était l'attaque et de rajouter que les 2 bandits appelés Magnifica et Belou figuraient déjà dans les fiches criminelles de la police. Ils font partie de ceux qui ont cambriolé 12 milliards de francs malgaches à une chinoise à l'espace Salwian-Douaran Foot l'année dernière. L'enquête se poursuit actuellement en ce qui concerne les 4 autres qui ont pris la fuite en menant avec eux une arme. Après le français et l'anglais, le chinois commence actuellement à prendre place dans toute relation professionnelle, nationale et internationale. La maîtrise de cette langue devient incontournable. L'Institut Confucius de l'Université d'Angkor figure parmi les établissements dispensant des formations s'étalant sur 3 ans en langue chinoise. Ce jour, cet institut a sorti sa première promotion de jeunes diplômés en langue chinoise. D'après la directrice de l'Institut Confucius, le marché du travail reste encore ouvert aux jeunes universitaires maîtrisant la langue chinoise. Parmi ces débouchés, le domaine de l'enseignement. En premier lieu, donc, c'est l'enseignement, parce qu'actuellement, il y a plusieurs écoles secondaires qui souhaitent enseigner la langue chinoise et on a l'intention d'envoyer nos étudiants enseigner donc, dans ces écoles-là. Sinon, il y a beaucoup de sociétés chinoises qui font appel à nos étudiants pour devenir interprètes. Néanmoins, cette langue asiatique est encore difficile à s'approprier pour les Malgaches. Au début, ils ont été nombreux à s'inscrire dans cet institut, mais peu sont restés jusqu'à la fin du cursus. Au départ, c'était vraiment difficile, mais les Malgaches, j'ai remarqué que les Malgaches, ils sont très doués en langue. Et je peux vous dire que les Malgaches diplômés de l'Institut Confucius sont vraiment compétents en langue chinoise. Mais comme ceux qui reviennent de Chine. 30 nouveaux jeunes diplômés en langue chinoise sont donc disponibles actuellement. 25 d'entre eux ont reçu des bourses d'études de la part du gouvernement chinois pour poursuivre leurs études en master en Chine. À partir de cette année, l'inscription se fera sur concours, a-t-on appris à l'issue de la sortie de promotion. La maladie d'Alzheimer est incurable jusque-là, faute de médicaments qui peut guérir la maladie. Les proches du malade d'Alzheimer sont obligés de recourir à des hospices jusqu'à y délaisser leurs patients. 5% des personnes du 3e âge ayant 60 ans et plus sont atteintes de cette maladie actuellement. Toutefois, les données du ministère quant à leur effectif exact ne sont pas disponibles car la maladie d'Alzheimer reste encore une honte pour certaines familles et les malades ne sont pas toujours déclarés. À cause de cette absence de statistiques exactes, les mesures prises par les autorités étatiques n'étaient pas toujours saisissables. Jusque-là, la Grande Île ne dispose que d'un seul centre qui prenne en charge les personnes atteintes de cette maladie. Il s'agit du centre de ressourcement des seniors, Maswanjumudi Madagascar Alzheimer, à Nkadifadzur. Cette année pourtant, ce centre a failli fermer ses portes car le financement n'était pas suffisant pour son fonctionnement et pour la prise en charge des malades. L'ONG a lancé des appels d'aide à divers organismes, mais en vain. Actuellement, le centre dispose d'un terrain, mais manque de fonds pour mettre en place des infrastructures. Plusieurs activités sont offertes aux malades d'Alzheimer dans le centre. Oui, le fait qu'on a l'intention de réaliser, de concrétiser ce projet, c'est parce que d'une part, la propriété où nous exerçons nos activités en ce moment va être reprise incessamment par les propriétaires bienfaiteurs et de vue l'exiguïté des locaux
et le manque de moyens, parce que sachez que pour un malade d'Alzheimer, il faut au moins payer deux personnes, les deux personnes qui ont été formées sur la maladie. Donc à peu près, il faut 600 000 francs, 600 000 lariars par personne. Et rendez-vous compte qu'avec avec un tel budget, les Malgaches ne sont pas à la mesure de surveiller leurs malades ou de prendre soin des malades. Donc on a décidé soit de laisser tomber l'ONG parce qu'on ne peut pas subvenir à faire face à toutes les charges, et de deux, c'est parce qu'il faut rendre la propriété. Aussi, on a décidé de faire une petite construction avec l'aide des familles des malades et des amis de Massoandmout qui viennent d'être créés. C'est pour cette raison qu'on est réunis ici. C'est parce que c'est grâce à eux, surtout les jeunes qui sont conscients du devenir de leurs parents, que plus tard, ça va être une lourde charge pour eux. En général, toujours selon les responsables de l'ONG, il faut environ 600 000 lariars par mois pour le soulagement de la maladie, un budget qui est assez exorbitant pour la majorité des ménages malgaches. Rappelons que la maladie d'Alzheimer est une maladie difficile à détecter. Les symptômes sont remarqués à partir d'une perte de mémoire répétitive. La socialisation est la meilleure des solutions pour retarder la maladie. Le plus simple, c'est de socialiser le malade, ne jamais le laisser seul, parce que cette maladie est incurable. Je vais vous dire une chose, si le président Ronald Reagan a été atteint, si les Américains ne voient pas les remèdes, c'est parce qu'on n'en trouve plus. Une levée de fonds est alors organisée par l'ONG en vue de mettre en place le centre de ressourcement qui diffère d'un hospice. Le centre pourra s'occuper des malades du matin jusqu'au soir, au moment où leurs proches les récupèrent. Outre cette levée de fonds, une exposition sera également tenue à partir du 21 septembre prochain. Les thèmes de l'exposition seront axés sur les personnes âgées et la vieillesse dans tous ses états. Notons que bon nombre de personnes âgées ont été victimes de pertes de mémoire soudaines, si l'on ne tient compte que de ceux qui se perdent en chemin en prenant le bus et qui sont retrouvés par des personnes de bonne volonté après. Les enseignants FRAM ont lancé ce jour un appel à l'endroit des responsables pour une hausse jusqu'à hauteur de 750 000 francs malgaches leur salaire. En effet, ils pensent que leur salaire ne correspond plus à l'inflation actuelle. Ils demandent à ce que le ministère reconsidère le fait que bon nombre d'entre eux ont la capacité d'enseigner, même sans le diplôme du baccalauréat exigé par le ministère de l'Éducation nationale. En effet, le ministère a fixé que seuls les enseignants FRAM ayant le niveau baccalauréat peuvent suivre des formations et être de suite recrutés en tant que fonctionnaires. Une séance de réunion avec les responsables auprès du ministère a déjà eu lieu la semaine dernière. Une seconde réunion se tiendra à partir de la semaine du 19 septembre prochain. Une occasion pour le ministère de faire part de sa décision finale. La réalité est que 5% seulement des enseignants FRAM ont un niveau baccalauréat. Le reste, pour sa part, a une expérience en matière d'enseignement, ont repris les responsables auprès de l'Association nationale des enseignants FRAM en activité ou ANIFA. Ces enseignants demandent également dans leur requête le paiement mensuel de leur dû. Présente dans plus de 120 pays, la Jeune Chambre internationale est également présente à Madagascar avec 14 organisations locales ayant comme principale mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent d'apporter des changements positifs. La Jeune Chambre internationale, une fédération mondiale regroupant près de 200 000 jeunes, travaille dans 4 domaines à Madagascar. En visite dans la grande île pour 4 jours, Kentaro Arada, le président mondial de la JCI, a rencontré ce jour le chef du gouvernement d'Union nationale de la transition, Amarazo Aviv, en marge duquel il a affirmé la volonté de la JCI de former le futur leader malgache. We are representing the young active citizens, which is crucial for the growth and prosperity of the nation and also of the community, because we are providing development opportunity, especially for younger generation, to become good citizens, good entrepreneurs, good politicians as well. So, by providing those opportunities, we are going to provide future leaders in this nation. Le Premier ministre a félicité le dévouement de cette organisation internationale et a pour sa part remercié Kentaro Arada de sa volonté de venir à Madagascar et d'apporter des projets de développement pour les jeunes malgaches.
Cette visite est la preuve du rôle important joué par cette fédération dans le développement de la grande île, dit le général Camille Vital. La réhabilitation de la route nationale 44 reliant Ambatondrazak à Antananarivo fait partie des promesses présidentielles. Les travaux ont déjà commencé depuis des mois, mais ne sont pas encore entièrement achevés. D'après le secrétaire général du ministère des Travaux publics, les travaux ont été répartis en deux tranches, la tranche ferme et la tranche conventionnée. Deux grandes entreprises, à savoir le SMATEP et le CGC, s'occupent de cet axe. Pour l'heure, les travaux sont en phase de terrassement. Le bitumage devrait se faire petit à petit. Néanmoins, l'achèvement total de ces travaux dépendrait entièrement du financement qui serait encore insuffisant actuellement, alors que quelques 10 milliards d'ariars ont déjà été alloués à ces travaux. Pour la RN44, donc on a mis en place un budget de 10 milliards d'ariars, juste pour le tronçon qui a commencé par Voudia. Le terrassement a été déjà fait par les deux entreprises concernées et aujourd'hui on commence à faire le bitumage petit à petit. Toujours ce problème vis-à-vis de recherche de financement, mais nous, le ministère, s'appelle toujours pour essayer toujours de trouver tout ce qui est un financement additionnel. Quant à la réhabilitation des autres routes nationales, le ministère des Travaux publics prévoit de réhabiliter 11 700 km de routes nationales cette année. Le budget total alloué se chiffre à 36 milliards d'ariars. Ces travaux entrent dans le cadre de la convention programme mise en place par ce département ministériel tous les ans. Il s'agit de réaliser les entretiens courants. Parmi les travaux qui prendront fin cette année, la réhabilitation de la RN35 reliant Maab et Mourdav et la réhabilitation de la portion de route reliant trois régions, entre autres les régions de Bungolav, Itas et de Vakna-Karach. Il s'agit d'une route qui s'étend sur 45 km. Malgré la crise politique actuelle, la Banque africaine de développement, ou la BAD, a été toujours prête à collaborer avec les autorités transitoires. Cet après-midi encore, la BAD, par le biais de son représentant résident à Madagascar, a octroyé une aide à hauteur de 1 million de dollars américains pour financer les travaux d'urgence pour la construction des infrastructures. Cette aide d'urgence a pour objectif de réparer les dégâts sur les routes nationales détruites par le passage du cyclone Bingiza en février dernier. Les travaux permettront de contribuer au rétablissement des conditions de trafic qui prévalaient avant le passage du cyclone. Cette cérémonie de signature a été une occasion pour le ministre des Finances et du Budget de donner des explications liées aux problèmes sociaux et économiques du pays. Dans cette optique, le ministre Erasenar Mapian a expliqué que son ministère est en train d'étudier le budget nécessaire pour les travaux sociaux entrepris par le gouvernement d'union nationale. Notons que pendant le conseil de ministres d'hier, il a été décidé que le gouvernement va incessamment procéder à des actions visant à résoudre les problèmes quotidiens des Malgaches et des ménages. Sur le plan de l'éducation, le conseil de ministres a précisé que les inscriptions des élèves pour cette année 2011-2012 resteront gratuites dans toutes les EPP. Concernant le prix du riz, le Conseil des ministres a décidé que le gouvernement va procéder à la mise en vente du riz à 1000 ariars le kilo sur le marché. Concernant le prix du carburant, le ministre des Finances a avancé qu'il a rencontré aujourd'hui des opérateurs pétroliers. Des tirs, des rues désertes, les habitants de Homs sont probablement terrés chez eux. La ville est en ce moment la cible d'une sanglante répression. Les images, comme toujours depuis le début de la contestation syrienne, sont invérifiables. Les informations sur ce qui se passe, contradictoires. D'après les autorités, 8 membres des forces de l'ordre seraient tombés et 5 contestataires auraient été abattus. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont 21 civils qui auraient été tués. Côté diplomatique, les positions sont tout aussi divergentes. Nous constatons, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que le régime syrien s'est livré à des crimes contre l'humanité et que la façon dont il a réprimé les manifestations populaires n'est pas acceptable. Enfin, troisième considération, nous pensons que des sanctions peuvent être utiles. La priorité aujourd'hui est d'entamer un dialogue. Ceux qui, dans l'opposition, rejettent ou boycottent cette possibilité, ceux qui comptent sur une aide étrangère comme en Libye, ceux-là s'engagent sur la voie de la confrontation.
La visite du chef de la Ligue arabe se fera sur fond de manifestation. Nabil Al-Arabi est attendu à Damas samedi pour tenter de trouver une issue à la crise. Il doit soumettre à Bachar al-Assad un plan pour l'arrêt des violences et pour la tenue d'une élection présidentielle en 2014. Et en passant, dire au président l'inquiétude des pays arabes. Où se cache le colonel Kadhafi? Toujours aucune réponse. Le dictateur est introuvable, mais il ne se tait pas. Dans un entretien téléphonique avec une télévision, le colonel reste fidèle à lui-même. On l'écoute. Ce sont tous des microbes et des rats. Ils ne sont pas libyens. Ils travaillent avec l'OTAN, avec la France et la Grande-Bretagne pour bombarder le peuple libyen et la Libye et tuer nos enfants. Capturez-les. Le peuple libyen est prêt à les combattre avec l'aide de la résistance. Ils ont dit aussi qu'on a vu Kadhafi dans un convoi vers le Niger. Combien de convois de contrebandiers, de marchandises et de gens entrent dans le désert chaque jour vers le Soudan, le Tchad, le Mali ou l'Algérie, comme si c'était la première fois qu'un convoi partait vers le Niger. Le Dalai Lama est venu à Montréal pour une cause qui lui tient à cœur, la réconciliation entre les grandes religions de ce monde. Because all religion, the essence of their sort of teaching is love, compassion. La tragédie du 11 septembre a eu un impact indéniable sur ces religions et la question de leur réconciliation a pris tout son sens. Donc, les religions sont des réalités ambiguës. Il y a des côtés lumineux, il y a des côtés sinistres. Et cet événement, c'est quand même la religion a été engagée là-dedans. Et ça nous a fait réfléchir sur le côté sinistre. L'islam et le christianisme, deux religions dominantes qui veulent convertir le monde, ont surtout été affectés par le drame. Dans ces deux religions aujourd'hui, il y a un courant qui dit non, il faut se réconcilier, il faut respecter le pluralisme. Le 11 septembre a donc permis de prendre conscience à l'échelle internationale de la nécessité de rouvrir le dialogue entre les religions afin de contrer les extrémismes dévastateurs. Ça a forcé beaucoup de leaders religieux qui n'étaient peut-être pas toujours très clairs et publics dans leur rapport à la paix et leur opposition à la violence de le devenir. C'est ainsi que des penseurs, théologiens et chefs religieux ont commencé à se consulter pour élaborer une déclaration universelle des droits de la personne par les religions du monde, un document complémentaire de la Déclaration des Nations Unies de 1948. On développe un consensus à l'échelle de l'humanité pour reconnaître que le langage des religions et des cultures doit être un langage de non-violence pour la construction de la paix et de la justice. Les partisans du dialogue et de la réconciliation rencontrent toutefois sur leur chemin la résistance des courants conservateurs et radicaux qui restent forts dans les sphères politiques et religieuses. Mais ils espèrent en arriver au cours des prochains mois à un texte final de cette déclaration des droits de la personne par les religions du monde.